Bonjour à toutes et tous. Alors je suis tout seul. Voilà. Donc on va continuer la conversation, cette fois sur la deuxième table ronde, où on va élargir la focale de la discussion très au-delà d'un seul dossier, comme on a pu le faire dans la première partie sur l'affaire des financements libyens. On a titré ça « Lutte contre la corruption, une urgence négligée ». Donc avec moi, il y aura l'ancien commandant de police, Jean-Paul Philippe, qui est spécialiste des questions d'atteinte à la probité et de lutte contre la corruption. Il nous dira ce qu'il fait maintenant. Magali Lafourcade, secrétaire générale de la commission consultative des droits de l'homme et qui est magistrate, un métier très discuté en ce moment dans le débat public, une juge rouge évidemment, et Marine Turki, notre chère collègue du service enquête de Mediapart, à qui vous devez quantité de révélations, notamment avec Ludovic Lamont de Mediapart. Elle est celle qui a révélé en 2013 l'affaire des emplois fictifs du Parlement européen, qui a valu la condamnation de Madame Le Pen et l'exécution provisoire. Oui. Oui. Tolérance zéro. Et Inès Bernard, déléguée générale, c'est ça le titre exactement, Inès, de l'association Anticorps, dont vous connaissez tous le nom et son double sens, un anticorps contre cette pathologie française de la corruption et contre la corruption, anticorruption. Je propose que chacun s'assoie. Je vais mettre comme Valentine en bout de table, c'est pas comme un dîner, chacun s'assoit où il veut. Voilà. Voilà. Alors, juste pour peut-être commencer la discussion, je voulais débuter par un chiffre. Voilà. Peut-être que vous ne le savez pas, ce chiffre, c'est 28. 28, c'est quoi ? 28%, plus 28%. C'est l'augmentation des atteintes à la probité entre 2016 et 2021. C'est l'augmentation plus 28% des infractions d'atteinte à la probité, telles que cela a été documenté par les services statistiques du ministère de l'Intérieur et par l'Agence française anticorruption. Plus 28% concernant une délinquance. Je crois que c'est un chiffre, sauf erreur de ma part, dont vous n'avez jamais entendu parler, qui a été rendu public il y a seulement quelques mois et qui n'a été discuté politiquement par absolument personne. Imaginez qu'on découvre qu'il y ait plus 28% de cambriolage à Paris. Discussion au conseil municipal. Imaginez qu'il y ait plus 28% d'accidents de la route. Plan national de lutte contre l'insécurité routière. Imaginez qu'il y ait plus 28% de trafic de stupéfiants dans un quartier quelconque. Toutes les collectivités locales sont mobilisées. Et c'est avec ce chiffre que je voulais engager la conversation et peut-être faire un premier tour de table pour réfléchir autour des enjeux de la lutte contre la corruption, à la fois de, comme l'avait dit Valentine, ce que c'est, ce qu'elle est et aussi ce qu'elle n'est pas dans notre pays, questionner les moyens intellectuels que ça mobilise, les moyens matériels et humains, et puis les moyens juridiques et légaux. Peut-être première question très ouverte pour commencer, commence qui veut évidemment. Est-ce qu'il y a une difficulté française, d'après vous, à voir cette réalité que je viens de décrire, statistique, de ce qui est l'état des atteintes à la probité, comme on le dit, après cette espèce d'inventaire à la Prévert que on vient de faire. Merci beaucoup pour cette soirée qui est déjà quelle indignité, n'est-ce pas, hein, donc voilà, qui est déjà très intéressante. Alors moi j'ai l'occasion dans mon métier d'aller dans les pays du Nord
Et je trouve effectivement, comme tu le dis Fabrice, qu'il y a quelque chose d'assez spécifique chez nous. C'est-à-dire que vous allez au Danemark, vous pouvez rencontrer un ministre et puis décider d'aller déjeuner en traversant la rue. Il n'y a pas de garde du corps, il n'y a pas bien sûr de chef et de cuisine privée. Et vous allez prendre une spécialité à pas cher en face et il paye avec sa carte bleue. Il ne paye pas avec la carte de l'État. Donc il y a effectivement quelque chose qui est qui renvoie peut-être à une vision très monarchique du pouvoir et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une période, je trouve, assez catastrophique de backlash où, en plus, aujourd'hui, ceux qui parlent de moralisation, de transparence, c'est essentiellement l'extrême droite et les responsables politiques qui sont quelque peu cernés par des affaires. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là, mais donc aujourd'hui on nous dit « Oh là là, ces juges sont moralisateurs, on est allé trop loin dans la transparence, on est allé trop loin dans la moralisation ». Et je crois que nous autres, qui sommes très attachés à l'état de droit, qui savons que tout ce que la liste qu'on a entendue tout à l'heure produit de désenchantement citoyen, il faut qu'on investisse ce terrain-là et qu'on lui redonne un sens politique en parlant en particulier du fait que ce n'est pas de la morale. Pour le juge, en tout cas, c'est de la violation de la loi pénale. Il y a des définitions juridiques et c'est de ça dont il s'agit. On peut aussi avoir une approche économique. Le sujet, c'est que plus un pays est dans le respect de l'intérêt général et que les fonds publics vont aux endroits pour lesquels ils sont dédiés, plus il y a de la prospérité économique. Il y a un prix Nobel de la paix, prix Nobel d'économie, Douglas North, qui a fait donc un travail là-dessus. On peut trouver un narratif politique, citoyen et aussi pénal autour de ces questions-là, mais il ne faut surtout pas laisser le terrain, cet espace médiatique aux personnes qui sont en train de nous dire on est allé trop loin, ça va, l'inéligibilité c'est quand même too much. Voilà. Est-ce que, Inès, tu veux rebondir? Vous voulez rebondir, pardon? Oui, bien sûr. Votre question, c'était est-ce qu'on a conscience en France du problème? C'est ça. Alors, on n'en a pas assez conscience. Ouais. Donc, moi, je travaille pour l'association Anticorps, donc précisément, je suis un peu biaisée, puisque je travaille tous les jours avec des femmes et des hommes qui ont vraiment conscience du problème et qui se lèvent tous les matins pour tenter de le résoudre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il me semble que les statistiques dont on dispose nous donnent en quelque sorte raison, puisque 68% des citoyens européens considèrent que la corruption est répandue dans leur pays. Donc ça, c'est un état de fait. Et d'ailleurs, l'indice de la perception de la corruption dont vous avez parlé tout à l'heure, on parle bien de la perception. C'est-à-dire que les citoyens français considèrent que la corruption est plus répandue qu'avant. Ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, il me semble que le problème, c'est d'une part, bien évidemment, le traitement médiatique, et d'autre part, la réponse politique. Parce que là où le bas blesse, là où les personnes qui précisément n'ont pas conscience de la gravité du problème, à mon sens, c'est pas tant les citoyens que les personnes qui nous représentent. Parce que, en effet, vous avez parlé, Fabrice, de l'Agence française anticorruption. L'Agence française anticorruption, elle ne fait pas seulement des statistiques. Elle rend aussi, enfin, elle est censée mettre en place la lutte contre la corruption, c'est-à-dire publier des grands plans de lutte contre la corruption. Or, est-ce qu'elle le fait ? Eh bien non, en fait. On attend depuis le plan de lutte contre la corruption 2023-2025, c'est-à-dire que là on est en 2025 bien entamé, n'a jamais été publié. Et quand on interroge Isabelle Jégouzot, directrice de l'Agence française anticorruption, elle nous dit depuis 2 ans, le plan est prêt, mais il n'y a pas de portage politique. Donc ça, j'appelle ça un manque de volonté politique. Donc à mon sens, l'absence de conscience, c'est là. Cette absence de volonté politique, elle se traduit également dans l'absence de moyens pour la justice économique et financière, parce que vous avez parlé tout à l'heure, Fabrice, de l'augmentation des infractions à la probité. En fait, on est sur une augmentation des infractions à la probité qui sont révélées à la gendarmerie et à la police. Ces infractions-là, elles sont des infractions occultes. S'il n'y a pas de journalistes d'investigation et s'il n'y a pas d'enquêteurs qui peuvent enquêter là-dessus et les révéler, en fait, elles sont complètement immergées. Immergées. Donc j'ai toujours du mal avec ce mot, c'est l'enfer. Donc on ne les voit pas, elles ne sont pas révélées, et puis
on n'en parle pas et surtout la justice n'interagit pas là-dedans. Simplement, et après j'arrête avec les chiffres, mais le parquet national et financier qui existe depuis la fin de l'année 2013 et qui est censé quand même enquêter sur ces infractions-là n'a pas de moyens. Il y a 18 magistrats pour 750 dossiers. C'est pareil pour les GIRS. Et là où le bas blesse le plus, c'est au niveau des enquêteurs. Parce que nous, à Anticor, on est engagé dans un certain nombre de dossiers et on a l'habitude, on rencontre fréquemment, on va dire, en tout cas régulièrement, des magistrats, que ce soit des magistrats du PNF ou des juges d'instruction, qui en fait nous disent à chaque fois: nous n'avons pas d'enquêteurs. Ils nous demandent à nous, association de lutte contre la corruption, qui ne touchons aucune subvention, d'enquêter. Ils nous disent: est-ce que vous avez des éléments? Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous pouvez enquêter? Moi, je ne dispose pas de la force publique. Je ne peux pas aller perquisitionner, je ne sais pas quoi. Je n'ai jamais fait de perquisition encore. Bon. Et donc, voilà, là où le bas blesse, c'est vraiment au niveau des effectifs des enquêteurs, en particulier de l'OCLIF. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Assemblée nationale et c'est la Cour des comptes. Donc, je pense que vraiment l'absence de conscience, il vient de nos dirigeants, qui est malheureusement une absence de conscience qui est, on va dire, c'est pas une vraie absence de conscience, c'est plutôt une absence d'envie que les choses changent. Et c'est là qu'en effet, il faut que les citoyens et les citoyennes s'engagent. Alors justement, d'enquêteur, on en a un, en tout cas un ancien de la répression. Maintenant, tu fais de la formation. Mais pendant des années, Jean-Paul Philippe, vous avez été à la police judiciaire spécialisée dans la lutte anticorruption. Alors, une petite question. Quand vous commencez dans ce métier, est-ce que c'est attirant, quand on est un jeune policier, de vouloir rejoindre cette lutte-là par rapport à d'autres qui sont peut-être mieux vus, plus regardés, soit par la société civile, soit y compris par le monde politique? Et question subsidiaire, comment vous avez vu évoluer les choses au fil du temps? Vous avez 4 heures. Alors merci Fabrice de me passer la parole. Alors moi j'ai commencé au 19e siècle, donc le récit va être un peu long, mais il est tout à fait vrai cette approche est intéressante parce que quand j'ai commencé dans les années 90, la matière financière n'était pas du tout prisée. Personne ne voulait dans la matière financière. Et puis ensuite, on a traité les affaires financières, les H&M de Paris, H&M de Hauts-de-Seine, toutes les affaires de Conseil régional d'Île-de-France. Et là, il y a eu une espèce d'appétit pour cette matière. J'ai créé la brigade centrale de lutte contre la corruption dans les années 2000 des Poussières, à la suite de recommandations du GRECO et de l'OCDE. Donc ça veut dire que ça vient de l'extérieur. Le GRECO, c'est l'instance européenne. Le groupement d'État contre la corruption européen. Et donc, à partir de là, j'ai connu une période faste, pour des raisons aussi politiques, parce qu'il y avait aussi la période où on avait un régime, un président de droite et un gouvernement de gauche. Donc ça a facilité les affaires. La cohabitation est fertile. La cohabitation pour les affaires. est très bien pour les affaires. C'est bon à savoir. Moi j'aime bien la cohabitation parce que on a sauvé souvent avec ça. Bon, donc effectivement il y a eu cette période faste où on a eu beaucoup d'affaires, les années 90, 2000 jusqu'à 2010 peut-être. Et puis ensuite, j'ai cru comprendre. Moi, j'ai quitté la fonction qui m'intéressait et j'étais passionné par ça. Et ensuite, j'ai cru comprendre, mes collègues me relatant les choses, que la fonction, l'attrait pour cette fonction descendait. Pourquoi? Parce que manque de moyens, parce qu'un certain nombre de choses. Et bon. Donc, cette situation est actuelle. Alors, j'aurais fait juste 2 ou 3 petites remarques par rapport à tout ce qu'on a dit avant. D'abord, moi, je suis fier quand vous parlez du commandant Vidal, je suis fier de ce qu'il a fait, parce que faire ça dans un univers, j'allais dire, on est tout seul. On est tout seul. Je suis aussi fier qu'il y ait des médias, et il y ait des contre-pouvoirs en France, dont vous faites partie, et ça, je crois qu'il faut le souligner, parce que... Je ne voudrais pas insister, mais il ne faut pas compter pour Bolloré pour sortir des affaires de corruption. D'autant qu'il va bientôt être jugé pour une affaire de corruption en Afrique, donc peut-être que ceci explique cela. Et puis d'un autre côté, parce que quand je réfléchissais tout à l'heure à cette longue liste
d'affaires, je me dis que finalement, il y a quand même des choses qui se passent. Et donc, il y a une espèce de paradoxe là, où on dit, bah oui, on manque de moyens, et quelque part, on voit plein d'affaires qui émergent. Vous avez, cette liste était quand même très, très significative. Et je me dis quand même que j'ai du mal à interpréter le sujet. Alors, ce que j'ai constaté quand même, pour connaître un peu les infractions financières, c'est qu'il y a assez peu de corruption qui sont poursuivies. Hein, vous avez remarqué que si on fait la proportion, on va avoir beaucoup du favoritisme, la prise illégale d'intérêt, des choses comme ça, qui sont, bon, la prise illégale d'intérêt, c'est une variante dégradée, hein, mais le favoritisme, bon, des détournements de fonds, c'est quand même assez grave, mais c'est pas des très très grosses affaires. Donc il y a ce sentiment que d'un côté, on est un peu seul, et puis d'autre côté, il y a quand même des choses qui sortent. Bon, je ne parle pas des affaires qui ont été évoquées plus haut, Sarkozy, Le Pen, ça c'est les figures de proue de la lutte anticorruption, et bon, ça c'est très bien. On en a fait à une époque où on taquinait Chirac avec les billets d'avion, des choses comme ça, et c'était assez excitant, ma foi, du point de vue de l'enquêteur. Donc, sur les moyens, moi j'ai connu une période où, avec une équipe, quand j'étais à la préfecture de police, avant la brigade centrale, où on a traité le dossier du conseil régional d'Île-de-France. C'était la plus grosse affaire de corruption de la Ve République. Hein. Il y avait quand même 46 condamnations. On a fait quand même dans cette affaire 150 perquisitions et 125 gardes à vue, avec des députés, des ministres mis en examen et autres. Bon, c'est un travail colossal, et c'est une abnégation. Bon, j'avais beaucoup de mes collègues qui jouaient au tennis entre midi et 2, moi j'avais pas le temps, et on partait le matin à 5h du matin. Bon, mon fils est là ici, je vais pas mais j'ai loupé ses anniversaires, hein, et il m'en a un peu voulu, donc je me rachète aujourd'hui. Il opine du chef, je le vois dans mon regard. J'ai loupé ses anniversaires, et il a 47 ans maintenant. C'est ça aussi la contrepartie bon, voilà. Alors sur les moyens, moi je travaille. Bon, maintenant je suis rangé des voitures, comme on dit. Je travaille dans un autre secteur. Je fais plutôt de la prévention, mais sur les moyens actuels, si on parle, je ne vais pas monopoliser la parole longtemps, mais sur ce qui se passe par rapport à l'OCLIF. Hein. L'OCLIF, c'est l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, voilà, qui est né d'une certaine manière de l'affaire Cahuzac, puisque tout à fait. Il était précédé par une division, et dans la hiérarchie policière, la division c'est en dessous de l'office, donc dans laquelle était compétence, c'est un office d'enquêteurs, pardon, qui a compétence nationale, dans laquelle était incluse la brigade centrale de lutte contre la corruption. Donc nous étions une vingtaine. Ce que je constate avec l'OCLIF, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup plus. Ils sont 70, mais dont la moitié sont dédiés au fiscal. Et j'ai toujours dit que quand on voulait qu'une structure soit inefficace, on mettait un bug à l'intérieur. Et le bug, c'est le fiscal. Cette compétence fiscale n'a rien à faire là. C'est quelque chose d'autre. Il y a des interactions, le fiscal, la corruption, mais ça n'a rien à faire là. J'ai audité parfois des structures, notamment en Afrique, où on montrait à chaque fois les bugs. Quand on veut qu'une structure soit inefficace, on fait de l'enfumage. D'abord de l'affichage et ensuite de l'enfumage. Et donc ça, c'est quelque chose de... Alors, je termine sur ce truc. 30 ou 40 enquêteurs dédiés à la corruption. Bon, le PNF, ils sont combien? 17, 20? Bon, ça veut dire que chaque procureur du PNF a derrière lui, en quelque sorte, 2 enquêteurs. Bon. On a compris, hein, c'est pas suffisant. Et est-ce qu'il y a un phénomène de faible gratification dans la police quand on est dans ces services-là? Je donne un exemple. Quand on saisit 10, 20, 30 kilos de cocaïne, les caméras viennent, il y a le ministre qui vient faire la photo. Quand on fait tomber un Balkany ou un Cahuzac, il n'y a pas de félicitations. Ah non. Et même une partie du débat public consiste à savoir s'il ne faut pas supprimer le parquet national financier ou comme l'a dit Nicolas Sarkozy en 2014, d'ailleurs en pleine affaire libyenne dans le Figaro, il avait comparé l'OCLIF à la Stasi. C'est authentique, hein, vous pourrez retrouver ça dans une tribune du Figaro. Ce que je veux dire par là, est-ce que ça ne participe pas aussi au bout d'un moment, et c'est compréhensible, d'une forme de lassitude, les gens qui ont des carrières, les gens qui ont des envies,
vie, des besoins de promotion, des besoins de gratification qui ne sont pas que le salaire dans la vie, mais de reconnaissance de l'utilité sociale de son propre corps, y compris de son ministère de tutelle. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de gratification. Ça se comprend par la structuration. Les patrons dépendent de l'exécutif. Les directeurs font une carrière. Les patrons de la police font une carrière. Bon, moi, je vais vous donner juste une petite anecdote. Un jour, mon directeur m'a convoqué quand j'étais à la préfecture de police et m'a dit maintenant, il faudrait travailler plus intelligemment. Bon, j'ai dit, mais chef, je travaille intelligemment. Chef. Bon, il m'a dit non, ce que vous faites, c'est bien, mais voilà. Bon, c'est comme ça que ça se passe directement quand on est un certain. Bon, nous, on avait la conviction qu'on travaillait dans le bon sens, et j'ai eu la chance. Alors, pour réussir une affaire, c'est compliqué parce qu'il faut avoir une conjonction de plusieurs éléments. Quelque chose qui se passe bien avec les magistrats, parce que si ça ne se passe pas bien, s'il n'y a pas de symbiose, ça ne marche pas. Il faut surtout avoir une très bonne équipe derrière soi. Et c'est pour ça que c'est compliqué, sans attente de gratification. Moi, on m'a proposé des promotions, j'ai toujours refusé. J'étais un peu considéré comme, voilà, non, je ne veux pas de promotion, ça ne m'intéresse pas. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas parce que en règle générale, on accepte les promotions dans ce système-là. Parce que là aussi, il y a une forme de corruption, mais qui est une corruption administrative. C'est compliqué à gérer. Les hochets de la vanité. Voilà, les hochets, voilà. Marine, nous, à Mediapart, pendant des années, le journal s'est lancé en mars 2008, l'un des partis, des courants politiques qui rebondissaient le plus sur nos révélations sur les affaires d'atteinte à la probité et qui essayaient de le faire fructifier politiquement, c'était le Front National, devenu Rassemblement National, qui était dans sa stratégie de l'UMPS, dire qu'ils étaient tous pareils, tous pourris, et que eux, c'était le parti, c'était le vieux slogan lepéniste, tête haute, main propre. Toi, tu as, depuis quasiment les premières années du journal, gratté l'écorce du discours frontiste et révélé ce qu'était à la fois l'escroquerie politique mais aussi l'escroquerie financière que cachait cette rhétorique-là. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vu évoluer les choses et ce qu'a été l'effet de révélation au sens photographique, argentique du terme, si j'ose dire, de tes enquêtes qui aboutissent aujourd'hui à un débat national? Alors, comme tu l'as dit, Marine Le Pen et le Front National ont un discours qui a beaucoup évolué par rapport à la justice et par rapport aux affaires. Effectivement, pendant des années, on les voyait en première ligne pour reprendre nos révélations, demander la démission de Nicolas Sarkozy. C'est des choses qu'on a un peu oubliées et que peut-être les plus jeunes ont aussi oubliées. En 2011, en 2012 encore, Marine Le Pen est encore très en avant pour demander la démission de Sarkozy et que quand, à un moment donné, quelques années plus tard, il songe à se relancer à nouveau en politique. Elle dit qu'il va être rattrapé par la patrouille des affaires. Bizarrement, dans les années 2014-2015, ce discours chez Marine Le Pen va complètement disparaître au profit d'un discours qu'on connaît chez Nicolas Sarkozy, chez François Fillon et d'autres, et qui maintenant s'étend dans la classe politique, de dénonciation des juges rouges, d'une justice politisée, etc. Donc on a assisté à ce switch complet du Rassemblement National qui aboutit aujourd'hui à un discours qui aboutit en fait à demander un privilège, un traitement d'exception. D'ailleurs, on l'a beaucoup raconté, mais cette semaine, on a fait des plateaux télé, enfin la semaine dernière, où on était invité que pour commenter la question d'une justice qui serait politique, qui volerait l'élection présidentielle aux citoyens et citoyennes, et pas pour renverser le débat et se demander si le pouvoir politique, là, en tout cas, le Rassemblement National et ses soutiens, n'est pas en train de demander une exception pour le RN. Mais pour revenir un petit peu sur ton point d'avant, quand avec Ludovic Lamant, on a révélé, tu le disais tout à l'heure, cette affaire en 2013 et 2014, on a publié 3 longues enquêtes sur cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est que quelle a été la réception médiatique ? La première enquête en 2013, très, très longue, qui montrait que Marine Le Pen employait pendant la campagne présidentielle de 2012 ses 2 vice-présidents et directeurs de campagne, Louis Alliot et Florian Philippot, Louis Alliot étant à l'époque par ailleurs son compagnon. Tout ça n'a pas déclenché tellement de reprises jusqu'au moment où Marine Le Pen a décidé de nous attaquer en diffamation. Procès qu'on a gagné, mais donc quand on cherche les reprises à l'époque de tout ça,
le fond de nos révélations est quasiment mis de côté. Et ce qui est intéressant pour 3/4 des médias, c'est de savoir que Marine Le Pen attaque en diffamation Mediapart. Voilà, il n'y aura pas grand monde pour dire ensuite qu'on a gagné le procès, mais peu importe. Et ça a été la même chose pour les 2 enquêtes qui ont suivi. Et ça renvoie à un truc, à mon avis, plus large, qui est comment les questions de corruption, les affaires de corruption sont vues dans les médias plus généralement, et malheureusement encore aujourd'hui. C'est une sorte de conception très fait diversière, en fait. C'est-à-dire, on a l'impression que chaque affaire, c'est une espèce de nouvelle saga, nouveau fait divers financier, où on essaie de voir un petit peu si le ministre va tomber ou pas, plus ou moins spectaculaire, plus ou moins impressionnant, et c'est suivi comme tel, et il n'y a pas d'analyse systémique. Et c'est intéressant, parce que si on prend une autre question qu'on connaît bien à Mediapart, qu'on traite beaucoup, les violences sexuelles et sexistes, ce sujet, il est sorti des rubriques faits divers dans les médias aujourd'hui, globalement. On arrive à comprendre ce qu'est le préjudice. Ça parle aux gens, le préjudice des violences sexuelles. Sur la corruption, le préjudice, c'est-à-dire tout cet argent qui ne va pas dans les écoles, dans les hôpitaux, dans l'éducation, dans la santé, etc., c'est quelque chose de très abstrait pour les gens. Et quand on a sorti nos affaires, celle-ci ou d'autres sur le Rassemblement national au fil des années, ou les pré-russes ou d'autres affaires de financement de campagne, ce qu'on entendait beaucoup, alors sur l'Europe, c'était c'est loin, ou alors on fait que reprendre ce que Bruxelles nous prend, alors que c'est l'argent public. Sur les comptes en Suisse qu'on a pu révéler, c'était finalement ils font bien de faire comme tout le monde, pourquoi ils ne se serviraient pas aussi, pourquoi voilà. Donc, à partir du moment où les médias font pas cette pédagogie d'expliquer ce que la corruption prend en fait dans les richesses d'une nation, etc., ce préjudice-là, on n'a pas d'analyse systémique, et ça explique ce qu'on racontait déjà tout à l'heure sur la couverture du procès Sarkozy, très très en deçà, notamment sur les chaînes télé, qui a été la même chose sur le procès des assistants parlementaires qui a suivi pour Mediapart Michel Deléan. 2 mois avec la presse écrite, qui faisait des comptes rendus, mais sur les télés, il a fallu attendre les réquisitions au mois de novembre, donc après 2 mois de procès et 9 ans de procédure et 12 ans d'affaires au total, si on prend en compte nos révélations, pour que les médias grand public, télévisés, TF1 notamment, par exemple, s'intéressent en fait à l'affaire, parce que Marine Le Pen a crié à la justice politique et à un procès politique à rebours total des faits. Vous, Inès Bernard, qui êtes une actrice de premier plan, y compris médiatique d'une certaine manière, en tout cas d'essayer de porter médiatiquement cette question-là, justement la question médiatique, ce qu'on va dire les grands médias audiovisuels et notamment télévisuels, comment vous percevez cette absence manifeste, sans vouloir faire des procès systémiques, mais quand même de poser la question de cette pédagogie citoyenne qui manifestement n'a pas lieu vis-à-vis du point de vue qui est le vôtre. Comment ça se passe, par exemple, les invitations? Comment ça se passe quand il s'agit de venir vous demander de raconter ce qui se passe dans un procès où vous êtes partie civile, et notamment ces derniers temps, où la conjugaison des affaires Sarkozy et Le Pen aurait pu donner l'occasion de discuter de la gravité des faits et du préjudice vis-à-vis du pacte social de ces affaires-là, plutôt que de se demander, mais on y reviendra, si les juges ont trop de pouvoir, s'ils font trop de politique, et si ce sont des Torquemada avec des robes à hermine. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on ne nous invite pas tant que ça, en fait. Je pense que c'est une illusion de croire qu'Anticor est très invité dans les médias, parce que c'est faux, en fait. Parfois, on n'est même pas invité sur des plateaux, alors que nous-mêmes, on a été à l'origine de la mise en mouvement de l'action publique, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a saisi le parquet, ou alors on a déposé une plainte avec constitution de partie civile. C'est la première chose. Ensuite, évidemment, alors moi, nous, on considère à Anticor que, en ce qui concerne le RN et en fait toutes les affaires Sarkozy, la presse est quand même très massivement tombée dans le piège des personnes mises en cause pour les infractions à la probité, qui ont tendance à tenter de faire oublier les faits pour lesquels ils sont renvoyés ou les faits pour lesquels ils ont été condamnés. Dans le cas de Marine Le Pen, par exemple, en agitant un petit peu une sorte de haine des juges, ou en tout cas en mettant l'accent sur d'autres choses, par exemple la peine d'inéligibilité dont on a beaucoup parlé.
Nous, on nous a donc interrogé sur cette peine d'inéligibilité, par exemple, mais pas beaucoup sur le fond du dossier ou les fonds de certains dossiers qu'on connaissait bien. Et moi, j'avais été frappée par l'article dont vous avez parlé tout à l'heure entre les deux tables rondes, hein, de votre collègue Antoine Rouget, corruption, une affaire par jour et tout le monde s'en fout. Je crois qu'il l'avait titré comme ça, que je trouve extrêmement bien, parce qu'en fait, nous, Anticorps, on essaie de mettre à jour, enfin de montrer les conséquences des infractions à la probité, qui sont quoi? D'abord, on pense aux conséquences économiques, bien sûr. Alors, il y a un chiffre qui vient de l'Union européenne qui est 120 milliards, mais ce chiffre, il est un peu décrié, mais il se trouve qu'on n'en a pas d'autres et que personne ne fait le compte. Déjà, juste ça, moi, je trouve ça extrêmement éloquent. Est-ce que la Cour des comptes, est-ce qu'un autre organisme public n'a pas envie de faire le compte de combien ça nous coûte, les infractions à la probité? C'est quand même la première chose. Ensuite, il y a le coût, bien sûr, social, parce que l'argent qui est mal utilisé, l'argent qui est détourné, c'est potentiellement des services publics en moins, bien sûr. Et ensuite, il y a bien sûr le coût démocratique. Ça, je pense qu'il faut de la pédagogie, il faut des médias, des journalistes qui sont intéressés par les dossiers et qui comprennent en fait ce que c'est que les infractions à la probité, pour rappeler que en fait, ces infractions-là, elles désincitent les citoyens de s'engager en politique. Et c'est d'ailleurs la raison même de l'existence d'Anticorps. Ensuite, pour répondre de manière plus factuelle à votre question, moi, il m'est arrivé d'être invitée à la radio, par exemple, avec l'avocat de Nicolas Sarkozy, et d'être invitée à distance, hein, par téléphone, et qu'on me laisse en mute pendant toute l'interview, par exemple. Donc, pour vous dire un petit peu ce que c'est que le traitement médiatique de cette affaire, moi, je constate, simplement, hein, mais je veux pas... je pense qu'il y a aussi beaucoup de... Voilà, les médias font ce qu'ils peuvent. Je constate qu'Anticorps a été quand même beaucoup décommandé ces derniers jours. Moi, je trouve qu'on nous a pas tant invité que ça dans les médias, surtout en ce qui concerne l'affaire Sarkozy, dans laquelle on était quand même partie civile, et on aurait eu des choses importantes à dire. Moi, j'ai tenté d'écrire même à des grands médias qui font de l'info, tous les jours, qui racontent quand même, qui arrivent à raconter des trucs tous les jours sur vraiment, alors que parfois il se passe quand même pas grand-chose, de leur raconter par exemple des choses vraiment intéressantes à l'audience des présumés financements libyens, parce que nous, Anticorps, on y était tous les jours, et notamment quand les parties civiles sont intervenues, ou alors quand Anticorps et Sherpa et Transparency ont apporté une nouvelle pièce qui a été authentifiée, de dire « Ah tiens, finalement, Nicolas Sarkozy, ça contrevient à sa défense. Est-ce que peut-être vous voulez nous interroger pour en parler? Est-ce que vous voulez que je vous donne des infos ?» Bon, jamais eu de réponse. Et c'est vrai que les journalistes, finalement, sont à mon sens totalement tombés dans le panneau, et ça c'est vraiment dommage, et je pense qu'il y a un travail d'éducation populaire aussi, et peut-être de remise en question à faire aussi au sein du milieu. Hein, Magali Lafourcade, quand on est citoyenne et citoyen d'un pays comme la France, on vit dans un pays où on a eu un président de la République, Jacques Chirac, qui a été condamné définitivement pour des atteintes à la probité, dont le Premier ministre Juppé a été condamné définitivement pour des atteintes à la probité. Le successeur de Chirac, Sarkozy, a été condamné définitivement pour atteinte à la probité, et son Premier ministre, François Fillon, a été condamné définitivement pour atteinte à la probité. Alors, ça donne très l'impression de parler de la droite là, mais on pourrait parler de Jérôme Cahuzac, ce ministre qui était chargé de la lutte contre la fraude fiscale, qui était un fraudeur fiscal, ou celui qui a été le président du parti présidentiel, le premier secrétaire du Parti socialiste sous le quinquennat de François Hollande, Jean-Christophe Cambadélis, qui avait déjà été condamné 2 fois définitivement pour des atteintes à la probité. On n'a pas pu en trouver un autre sous le quinquennat de M. Hollande. Donc, tout ça pour dire que ça n'est pas une question de droite et de gauche, mais quand on fait ce CV judiciaire-là, de chef d'État, de chef de gouvernement, et ça rejoint un peu ce que disait Jean-Paul Philippe tout à l'heure, d'un côté, il y a le verre à moitié plein, on se dit, il se passe des choses. Et là, quand même, la justice, avec les faibles moyens, les services enquêteurs avec les faibles moyens, quand même, c'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai qu'entre le moment du jugement et le moment des faits, la période est immense, la pédagogie est quasi impossible à faire pour le grand public, mais il se passe des choses. Et puis il y a le verre à moitié vide, c'est peut-être ce moment inédit que nous vivons, et là ça concerne votre profession, votre métier, votre vocation, je ne sais pas, d'attaque inouïe contre le corps judiciaire. Qu'est-ce que cette haine du judiciaire dit, selon vous, de l'état de notre discussion publique ? Oui, vous avez raison. En ce moment, il y a une détresse de beaucoup de collègues magistrats
D'abord, il y a un sentiment de frustration globale parce que donc, la justice est sous-dotée à tous les étages. Et on le sait aussi, les niveaux de condamnation dans les affaires sexuelles, c'est vraiment... on est très très loin d'un pays mature qui aurait une justice performante. Et il y a un sentiment de perte de sens qui avait été dénoncé en 2021 par la moitié du corps judiciaire qui avait écrit une tribune qui était parue dans Le Monde pour dénoncer en fait une justice qui chronomètre tout, c'était comme ça que c'était intitulé. Donc quand vous êtes sur la délinquance astucieuse, déjà en fait le propre de ces affaires-là, c'est qu'elles sont dissimulées. Donc vous avez souvent énormément d'éléments, il faut arriver à donner sens à tout ça. Donc il faut des enquêteurs non seulement talentueux, engagés, mais aussi qui ont une expertise en droit fiscal, en comptabilité, etc. Il faut que l'alchimie soit bonne, il faut qu'ils soient assez nombreux. Tout ça prend énormément de temps, c'est très frustrant. Et pourtant, on sait, les magistrats le savent, que c'est le meilleur retour sur investissement. Parce que tout à l'heure, Fabrice, vous parliez de la drogue. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites une grosse saisie ? Vous faites une destruction administrative. Voilà, ça rapporte rien à l'État, ça évite que des gens s'empoisonnent, ça c'est déjà pas mal. Mais quand vous arrivez à faire une CJIP, donc une convention judiciaire d'intérêt public d'envergure, vous rapportez énormément d'argent dans les caisses de l'État. Et vous avez l'impression et c'est de l'argent frais en plus. Je vais vous donner juste un chiffre, 2,1 milliards pour le trésor public payé par Airbus. 300 millions par HSBC, 250 millions par la Société Générale. Moi, quand j'étais juge d'instruction, j'étais au début de la saisie des avoirs criminels. On était accompagné par la GRASC, donc l'agence GRASC, agence recouvrement des saisies, qui nous tenait la main. C'était très très facile de faire cette démarche-là. Sauf que moi, j'ai saisi des immeubles. Les immeubles, il faut les entretenir pendant toute la durée jusqu'à ce que la personne soit définitivement condamnée, ça prend du temps. Puis après, il faut les vendre. Donc tout ça coûte de l'argent. J'ai même fait des bêtises. J'ai saisi une Punto, donc une voiture. Et ils m'ont dit non, il faut arrêter de faire ça. En fait, hein, c'est pas une bonne idée, ça coûte trop cher. Voilà. Mais je pense que j'ai rapporté à l'État bien plus que mon salaire, celui de ma greffière, celui de tous les enquêteurs qui ont travaillé avec moi. Il y a quelque chose d'assez réconfortant. Et dans d'autres affaires, j'ai eu une affaire terrible d'un enfant dans une machine à laver qui avait été assez médiatisée, où j'avais voulu faire une expertise très onéreuse sur la machine à laver. Et il y avait une raison pour le faire. Et on m'a dit non, ça coûte trop cher. Et j'avais dit, vu les millions d'euros après, on est plus droit dans ses bottes quand on a rapporté de l'argent comme ça. On a l'impression d'être un asset, en fait. Et puis aujourd'hui, il y a la fraude qui devient plus technique, plus sophistiquée. Il y a les crypto-actifs, donc les choses sont plus compliquées. Mais ce qui est le plus dur, c'est la violence que se prennent les magistrats aujourd'hui. Quand il y a des adresses de magistrats qui fuitent, quand il y a leurs têtes qui sont affichées. C'est comme les policiers, c'est comme aussi les élus qui sont attaqués, les élus qui soient probes ou pas. De toute façon, on souhaite aucune violence à personne. C'est extrêmement dur parce que vous faites votre travail vraiment. C'est pas difficile d'être impartial en fait. Et on vous accuse de tous les maux, d'être politisé, etc. C'est juste de l'honnêteté intellectuelle. Quand on dit qu'on instruit à charge et à décharge, ça veut dire qu'il est toujours très intéressant de chercher les arguments qu'on nous dit mais non, mais j'étais pas là, j'ai pas fait... Voilà. Parce que plus vous grattez, et plus vous trouvez souvent des choses très intéressantes, soit dans le sens qu'on vous indique, soit au contraire qui se retournent contre la personne qui vous les a... Enfin, c'est pas rare, ça. Donc, voilà. Mais donc, ces attaques-là, ça fait qu'il y a des juges aujourd'hui qui se sentent intimidés. Il y a des juges sous protection policière. Et il y a des juges qui n'ont pas envie de rendre la justice avec la peur au ventre. Et est-ce qu'il n'y a pas une confusion entretenue à dessein que quand un juge qui applique la loi qui n'est pas votée par lui, c'est bien la souveraineté populaire qui est à l'origine de la légitimité de celles et ceux qui votent la loi. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entretenue à dessein qu'un juge qui réprime des violations de la loi par des politiques, c'est forcément un juge politique, alors qu'un juge qui juge un boucher qui commet un délit, on ne se demande pas si le juge est vegan. Bon. Pourquoi Peut-être l'est-il. Oui, et puis quand bien même il le serait, c'est pas... Ou si un juge poursuit un chauffeur de taxi, on ne se demande pas s'il préfère faire du vélo, lui, toute la journée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est entretenu ? Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de ce débat public, mais y compris de grands médias qui installent cette idée face
à des infractions qui vraiment dont l'objet même est de porter atteinte au pacte social. Et la question qu'on pose, le procès qu'on fait paradoxalement, c'est une sorte d'extraterritorialité de la délinquance en col blanc, c'est celui du juge. C'est exactement, je trouve, ce que vous disiez tout à l'heure, vous Fabrice et vous Inès, sur le principe du contradictoire. C'est-à-dire que là, je crois qu'il y a le curseur qui n'est pas au bon endroit. On a tendance donc à tout de suite questionner la déontologie, la probité, la démarche judiciaire, alors que si les décisions de justice ont un effet sur la vie politique, c'est parce que le législateur l'a choisi, il en a délibéré. Les processus parlementaires sont assez longs et parfois fastidieux. Et je voudrais rappeler qu'en 2016, quand il y a eu la loi Sapin 2 qui a posé le principe de l'inéligibilité, il y avait 85% des Français dans les sondages qui étaient pour une inéligibilité à vie. Il y a 400 métiers où il n'y a pas vous ne pouvez pas les exercer si vous avez un casier judiciaire. Moi, mon casier, il est vierge. Sinon, je ne pourrais pas être magistrat. J'ai encore ce statut, même si je suis à la SNCDH. Voilà. Donc, je crois qu'on a un problème de curseur dans le débat public qui pose les mauvaises questions ou ces questions ne sont pas illégitimes en soi, parce que ça permet d'expliquer. Mais justement, si derrière, on ne peut pas avoir les bons acteurs pour expliquer comment se passe la révélation de telle ou telle pièce, comment est effectué le travail, qu'est-ce que c'est que la collégialité dans la justice, que effectivement nous ne sommes pas élus en tant que juges et pourtant nous sommes éminemment des gardiens de l'état de droit et bien sûr tout à fait légitimes à rendre ces décisions-là qui ont un effet politique. Voilà, toutes ces questions-là, elles ne sont pas au bon endroit parce que justement, c'est exactement ce que disait Marine Turki tout à l'heure. Je trouve que c'est très juste. On loupe toute la part du systémique pour être dans les histoires de personnes, de qui va se présenter. Et on a eu aussi ce narratif entretenu par Marine Le Pen elle-même qui a laissé entendre que si elle ne pouvait pas être là, on empêchait l'élection, on lui volait l'élection. Mais en fait, il ne s'est rien passé pour elle. Il n'y a pas eu de bombe nucléaire, comme elle a osé le dire. Elle est toujours députée, elle est toujours chef de son groupe, elle peut redevenir chef de son parti. Elle va être jugée avant l'échéance et elle est toujours présumée innocente. Donc on peut dire que les idées du RN ne sont pas mortes avec cette décision et que tout ça est dans une continuité qui est très conforme à nos institutions. Il y a même des gens qui sont détenus avant d'être jugés. Beaucoup, 30% des détenus. Marine, tu veux rebondir ? Non, j'abonde totalement, mais une précision aussi, si ce discours du RN, il est aujourd'hui entendu, et peut-être davantage que quand elle a commencé à le déployer il y a quelques années, c'est parce qu'aujourd'hui, une partie quand même plus importante de la classe politique fonctionne avec les mêmes ressorts. Et on a vu même au plus haut sommet de l'État quand même des ministres donner leur avis quand même sur la décision ou sur ce qui devait être le réquisitoire il y a quelques mois. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors, il y en a qui sont concernés par des affaires similaires comme François Bayrou, il y en a qui sont concernés par des affaires tout court comme à la France Insoumise, je pense à Sophia Chikirou, etc. Mais il y en a aussi qui ne sont pas forcément là tout de suite concernés par des affaires et qui relaient cette espèce de complotisme judiciaire. Et c'est vrai que nous, on a discuté avec des magistrates et syndicats de magistrats ces derniers temps pour faire des articles, etc. Et ils disaient leur solitude, en fait, effectivement, et j'abonde dans votre sens, par rapport à cette parole assez décomplexée au plus haut niveau de l'État. Est-ce que, parce qu'avant les magistrats qui dirigent les enquêtes, c'est le policier, la policière qui est au contact du terrain. Est-ce que quand on interpelle, qu'on perquisitionne, qu'on auditionne dans ce monde-là, quand on travaille dans la lutte contre les atteintes à la probité, on touche du doigt le sentiment d'impunité? Est-ce qu'on touche du doigt les abus du pouvoir? Comment ça se passe, le sentiment d'être privilégié quand on est un grand chef d'entreprise ou un élu, que la loi n'est pas la même pour tous? Dans votre expérience, est-ce que vous avez été confronté concrètement avec des gens en face de vous qui vous comprenaient pas ce que vous leur voulez parce qu'ils pouvaient considérer qu'ils étaient en dehors de l'application de la loi? Je pense que globalement, avant qu'ils arrivent dans le bureau, ils ont peut-être ce sentiment. Je pense qu'ils le perdaient un peu pendant
pendant la période des 48 heures. Hein. Mais certains moi j'ai rencontré un chef d'entreprise et c'est vraiment un retour d'expérience assez drôle parce qu'on a été une époque où on a vraiment été vraiment dans le dur, hein, dans le Conseil régional d'Île-de-France. On a fait toutes les grandes entreprises, tous les majors du bâtiment, des gens comme Xavier Huillard, actuellement patron de Vinci, on les a eus dans les bureaux, Rovaretto, patron des FH, enfin tous ces gens-là, on les a eus. Et je me souviens, c'est une petite anecdote d'un chef d'entreprise, une grosse entreprise, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires, et on avait fait une opération simultanée parce que pour aller travailler efficacement, on faisait 15 points, on ramassait tout le monde. On ramenait tout le monde à la maison. Ramasser, c'est interpeller dans le... Oui, je m'excuse, j'ai gardé mon langage un peu... Ils ont pas dit taper, ouais. Mais on était après le Minitel, comme disait Coluche. Donc, évidemment, on décapite la société. Hein. Et ce chef d'entreprise en particulier, je l'ai revu. Alors, je précise qu'il est passé par la santé entre-temps, hein, quelques mois quand même. La prison de la santé. La prison. Oui, non, mais bon, je compte sur vous pour. Oui, on n'est pas dans le système hospitalier. Hein. Voilà. Il a peut-être perdu la santé à ce moment-là, mais bon. En tout cas, il y est allé. C'est pas le Monopoly. Hein, et quand moi, je le rencontre incidemment. D'ailleurs, pas très loin de chez Sarkozy, à l'île de la Jatte. Hein, donc, vous connaissez cet endroit. Il y a un très bon restaurant là. Bon, on n'était pas invités. Hein. Et quelqu'un me tape sur l'épaule comme ça, en me disant « Ah, monsieur Philippe ». Moi, je me retourne et je vois ce chef d'entreprise qui avait passé quelques mois à la santé. Il me dit « Ah ben, j'aimerais bien discuter un peu avec vous parce que vous savez, ça a été une expérience pour moi, mais finalement, je trouve que votre action est bonne. » Ah ben voilà. Ah bah ça, il poursuit, il me dit, vous savez, ne croyez pas, mais votre action a une incidence dans notre milieu. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que, on a été pendant des années à travailler longuement sur ces sujets-là. On a un peu relâché la pression au gré des alternances politiques. Hein. Ça vous a pas échappé qu'à un moment donné, quand un personnage est arrivé ici, c'était un peu moins facile à faire. Et il me disait simplement que quand il passait au château des Rentiers, il s'en souvenait. Il s'en souvenait parce que souvent, c'était la case prison qui les attendait, enfin, en détention provisoire. Et donc, en fait, cet impact-là, vous voyez, parce que le sentiment... La rue du Château des Rentiers, c'est là où il y avait la police judiciaire. Je traduisais. Le sentiment d'impunité, c'est ça. C'est en fait le fait qu'il n'y ait pas de sanction. Un fraudeur se pose 2 questions. Est-ce que je vais me faire prendre et combien ça va me coûter ? Voilà. Et si vous analysez ces 2 questions-là, vous avez la réponse à toutes les questions de ce soir. Eh bien, si votre chef d'entreprise pouvait toucher un mot de tout cela à un ancien président de la République, peut-être que ça irait mieux. Merci infiniment. On nous dit que c'est la fin du débat et de la soirée. Merci beaucoup.